On peut se téléporter, on peut se dire qu'on n'est pas en 2015, mais on peut se dire, ouais, je suis en 2020 et ça va. Je suis un chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a un chef d'entreprise dans la salle? Toi, votre position actuelle, quel que soit où vous êtes dans votre vie aujourd'hui, quel que soit l'aspect de votre vie que vous voulez prendre, si vous n'avez pas une vision concrète, vous allez simplement accompagner quelqu'un dans son vie. Lorsqu'on est confus, embrouillant, on ne sait pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Que ce soit sur le plan personnel, professionnel, social et consort, familial, arrêtons-nous, allons voir celui qui fait ça bien. Il a dit, et il va dire d'abord en anglais avant de le traduire littéralement, you can have anything in life you want, you can help other people get what they want. En gros, en traduction littérale, il dit, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez dans la vie, si vous pouvez suffisamment aider les autres à avoir ce qu'ils veulent. Ok. Est-ce qu'il y a des chefs d'entreprise? Ok. Est-ce qu'il y a des époux? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des relations sociales avec une autre personne dans leur vie? Ça veut dire que vous êtes tous concernés par ce que je vais aborder aujourd'hui. Parce que quel que soit ce qu'on fait, où qu'on se trouve, n'est-ce pas, il y a quelque chose qu'on veut avoir de l'autre. Souvent, la personne en face de nous n'est pas forcément pour nous la donner. Et la question qu'on se pose, c'est hey, comment faire pour l'obtenir? Je regorge, en termes d'introduction, environ 10 ans dans le commercial, que ce soit en B2C, B2B, vente consultative ou vente de groupe. Donc, ce que vous allez avoir aujourd'hui, c'est du concret, n'est-ce pas? C'est pas ce que j'ai vu dans les livres, c'est ce que j'ai appris du terrain. Et pour ceux qui m'ont déjà entendu, parce que c'est pas la première fois que je m'explique devant vous, je suis un homme plutôt concret, n'est-ce pas? Je suis vraiment direct dessus, surtout concentré sur le concret. La première chose que je vais sur laquelle je vais vous entretenir, je vais essayer de couvrir certaines bases. Parce que répondre aux objections est en fonction de certaines préalables que vous aurez eu à couvrir lors de votre entretien commercial. Alors, la première chose que je vais essayer de couvrir, c'est quelles sont, c'est vrai que on a réfléchi, est-ce qu'on doit appeler ça qualité, est-ce qu'on doit appeler ça attitude et comme ça. Et je me suis dit, ok, si on appelait ça seulement les clés du réussite commercial, n'est-ce pas? Et je dis commercial à défaut, parce que croyez-moi, n'est-ce pas? Vous allez voir que dans tout ce que je vais dire, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, ça peut être applicable. Donc, on va se demander quelles sont les trois qualités ou quelles sont les trois clés de réussite commercial. À votre avis, si vous pouvez dire une clé de réussite, vous direz quoi? Qui a une idée? L'écoute. Quelqu'un d'autre? La clé de réussite commercial, ça pourrait être quoi? Pardon? La témérité, ok? Quelqu'un d'autre? Oui? La discipline? Ok. Et je pense que la première clé de réussite commercial, c'est l'organisation. N'est-ce pas? L'organisation, c'est quoi? L'organisation, c'est ça, c'est planifier. Très souvent, j'étais commercial, et croyez-moi, le type de commercial que j'ai fait était hard, c'était porte à porte, n'est-ce pas? Donc, je vois la première erreur que plein de commerciaux font très souvent, c'est de ne pas savoir comment leur journée est organisée. Il faut pouvoir planifier la période donnée, que ce soit la journée, que ce soit le mois, la semaine, le mois, le trimestre et l'année, n'est-ce pas? Alors, quand on parle d'organisation, de quoi on parle exactement? Quand on parle d'organisation, on dit de quel est le temps que tu donnes à ta prospection terrain? Quel est le temps que tu donnes à ta connaissance produit? Quel est le temps que tu donnes à ton analyse statistique? Quel est le temps que tu donnes à tes suivis de rendez-vous? Quel est le temps que tu donnes à ta vie sociale et familiale? N'est-ce pas? Très souvent, on voit ce commercial qui commence à 8 heures. N'est-ce pas? Il passe rapidement au bureau et après, à partir de 9 heures, il appelle son ami, il part petit déjeuner, qui va de 9h à 10h. À 10h, il part voir un client où il attend pendant 2 heures à la salle d'attente. Et il est finalement reçu peut-être à 11h ou à midi. À midi, il se dit qu'il doit encore manger ou bien aller boire un thé.
il va y boire le thé, ça lui prend 1 heure entre le déplacement et la consommation du thé. Et après les 14 heures, il regarde, il dit ok, j'ai le temps d'aller encore voir une personne. Il part, il attend parce qu'il n'avait pas regardé, il n'avait pas un rendez-vous précis. Et voilà qu'il est 15-16 heures, il fait super chaud, il dit ok, je vais rentrer. Sur toutes ces journées, il a rencontré combien de personnes? 2. Et pourquoi il a rencontré 2 personnes? Parce qu'il n'avait pas suffisamment été organisé pour savoir quel temps je fais pour X, Y, Z. Et je crois que c'est là le premier péché des commerciaux. N'est-ce pas? Une des clés que les commerciaux doivent avoir, et je vous conseille de le dire, c'est être organisé. De 8h à 9h, aujourd'hui, cette semaine, ce mois, ce trimestre, je fais quoi? N'est-ce pas? De 9h à 10h, quelle activité je vais faire? De 10h à 15h, qu'est-ce que je fais exactement? L'avantage derrière, c'est que lorsque l'oncle Pierre ou l'ami Paul m'appelle et me dit « Hey, prenez une bière ensemble », j'aime l'agenda de la journée et je dis « Ah, je pourrais prendre la bière avec toi à partir de 19h30. D'ailleurs, à cette heure-là, je serai à côté de chez toi. » Mais si on n'a pas un plan, quand il nous appelle, qu'est-ce qu'on est tenté de faire? Aller boire avec lui. D'où la deuxième clé de réussite d'un commercial à mon niveau. Et c'est ce que le monsieur là-bas a dit, c'est la discipline. Peu importe d'avoir un plan, si vous n'êtes pas capable de suivre ce plan-là, c'est juste du temps perdu. La discipline, c'est quoi? Et super littérateur d'ailleurs, ma communication française n'est pas la meilleure. La discipline, c'est faire ce qu'on a dit qu'on va faire, qu'on a envie de le faire ou pas, au moment qu'on a dit qu'on allait le faire. Point. Faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, au moment où on a dit qu'on allait le faire, qu'on a envie de le faire ou pas. N'est-ce pas? Et très souvent, face à la discipline, il faut lutter contre les tentations externes qu'on a. Lorsqu'il fait super chaud à 15h, qui n'a pas envie d'aller prendre une bière? Quand on nous appelle, on nous prend une bière gratuite. On a tous envie, n'est-ce pas? On serait tous tentés. N'est-ce pas? C'est gratuit, donc l'argent est dans ma poche, ça va étancher ma soif, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Quand ce gars, quel qu'il soit, m'invite pour aller prendre sa bière, c'est de l'argent qu'il a gagné après avoir fait ce qu'il pensait être important pour lui. N'est-ce pas? En fait, qu'est-ce qui se passe? Il a fini son travail, il est éventuellement content de lui, ou alors il trouve que c'est merdique et il recherche avec qui il peut être noyé. Et il dit, je vais appeler celui-là. Alors celui-là, comme il n'a pas forcément une organisation et il n'est pas forcément discipliné, il part. Je lisais un article la semaine dernière dans entrepreneur.com. Il disait que l'une des qualités des personnes qui réussissent très souvent, c'est qu'ils ne badinent pas sur la procrastination. Je crois que c'est français, n'est-ce pas, procrastination. Dès qu'ils ont un plan qui doit être fait à un certain moment, c'est sur ça qu'ils se concentrent et le font. Et très souvent, le commercial n'est pas fort dans ça. Et le troisième point, la troisième clé d'un commercial, c'est la persévérance. Et je crois que la persévérance, c'est l'une des raisons pour lesquelles on voit des gens qui arrivent éventuellement au sommet et d'autres qui éventuellement changent, arrêtent, échouent. Et très souvent, n'est-ce pas? Très souvent, on les rencontre le long des trottoirs en train de philosopher, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Mince. Même le réceptionniste chez lui, il est au moins tranquille, assis sous la clim. Il n'a pas être dehors. Le DG, le directeur là, qui nous parle là, il est sous la clim, il ne sait pas ce que je souffre, comment je souffre. N'est-ce pas? Et la persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est continuer lorsqu'on est tombé à avancer vers l'objectif visé. C'est ça la persévérance. Continuer lorsqu'on est tombé à aller vers l'objectif visé. Et dans le métier de commercial, qui est un très beau métier, est-ce que vous pensez qu'on tombe très souvent? Tout le temps. Tout le temps. Et je dis commercial, en fait, c'est la réalité dans tout, n'est-ce pas? C'est la réalité dans le mariage, n'est-ce pas? C'est la réalité dans les amitiés sociales, n'est-ce pas? En fait, chez nous, en tant que commercial, la persévérance s'appuie sur la prospection. Et ça sera un autre débat. Alors, ce qui est important maintenant, lorsqu'on vient dans
le centre de notre sujet, qui est l'objection, c'est de comprendre quelle est la différence, en fait, c'est quoi une réelle objection? N'est-ce pas? Quelle est la différence entre une objection et une impossibilité? Après, je vais vous dire la réalité. Si dans ma poche aujourd'hui, j'ai 500 et vous voulez me vendre un portable, les banques sont fermées et j'ai aucun ami à qui emprunter, et vous voulez voyager tout de suite, vous me dites opportunité, mais non, le portable, je te le vends à 1000 francs. C'est un super Samsung S5. Je n'ai que 500. Quel que soit ce que je fasse, quel que soit ce que vous dites, est-ce que les 1000 francs vont sortir? Non. Est-ce que ce gars me donnait une objection? Non, le gars me donnait quelque chose qui est impossible, n'est-ce pas? Or, les objections, ce qu'on se rend compte, c'est que la personne va changer d'idée successivement selon que le commercial essaye de répondre à cette objection. N'est-ce pas? Il va nous dire, ouais, je dois parler à ma femme. Après, vous allez répondre à la question de comment répondre à sa femme. Et après, il dit, oui, mais je dois encore réfléchir. Comme ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème avant qui n'a pas été réglé. Alors, là, maintenant, vous aurez quelques idées sur ce que j'ai deux étapes qu'il faudrait que vous compreniez pour rebondir sur les réponses aux objections. La première étape d'un entretien commercial, c'est le contact initial. C'est le moment où on approche le client pour répondre aux trois grosses questions que le client a. Qui tu es, pourquoi tu es là, qui tu veux voir, comment est-ce que je peux t'aider? N'est-ce pas? Et il y a une règle d'or, que je dis à mes commerciaux chaque fois par rapport à ces 8 étapes d'entretien commercial, c'est qu'il ne faut jamais passer d'une étape à l'autre. Passer d'une étape à l'autre, c'est simplement perdre son temps, parce que c'est comme ça que vous allez avoir la grosse objection à la fin, et vous ne saurez pas d'où est-ce que cette objection vient, parce que vous n'avez pas couvert vos bases. C'est la première étape du contact initial, un objectif simple et précis, et de baisser la barrière de confiance que nous mettons tous de façon automatique lorsqu'on a quelqu'un de nouveau qui nous approche. Si je cogne à votre porte, je viens à votre bureau et que vous ne me connaissez pas, vous êtes d'abord en mode autodéfense. Et tant que je ne me suis pas identifié, vous n'écoutez rien de ce que je dis. Alors combien sont ces commerciaux qui viennent? Oui, bonjour, on est là pour présenter des produits. Et quand les autres disent, revenez plus tard, on ne sait pas vos dépliants, il dit, merde, c'était dur. Non, on a laissé les dépliants parce qu'on ne sait même pas encore qui vous êtes, qui vous représentez. On avait échoué dès la première étape. La deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est l'introduction, et je passe ça en vitesse, c'est beaucoup plus profond que ça, je passe en vitesse pour vous voir, je vais vous arriver aux étapes pour vous montrer où est-ce que souvent, les manquements qu'on fait pour répondre aux objections. La deuxième étape, c'est l'introduction. L'introduction, c'est l'étape où on connecte avec le client. Et pourquoi c'est important de connecter avec le client? Tout simplement parce que la vente n'a rien d'autre qu'un transfert d'émotions. On achète des choses de personnes qu'on aime, qu'on apprécie et en qui on a confiance. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle quelqu'un va quitter Bonaveri pour aller se coiffer loin à Bali, prendre 3 heures de son temps, payer 2 fois plus, tout simplement parce que celui-là qui le coiffe à Bali, il aime bien, il sourit chaque fois qu'il vient, il lui ouvre la porte, il lui dit comment ça va boss, et qu'il laisse son coiffeur qui est au quartier, qui coûte que 500 et qu'il aurait pris sur le champ. N'est-ce pas? L'étape de connexion, cette étape d'introduction est super importante parce que c'est à cette étape qu'on apprend à connaître comment le client voudrait qu'on lui vende ce qu'on est venu vendre. On a tous une façon où on aime être abordé. Et vous ne connaîtrez pas comment vous aimez m'aborder si vous ne prenez pas le temps de vous intéresser sincèrement à moi. Donc vous allez voir que dans ces 2 premières étapes déjà, je n'ai pas encore dit que je vends quelque chose, je n'ai pas encore demandé à quelqu'un d'acheter. Tout ce que j'ai fait, c'est poser l'intérêt à la personne en face pour lui dire hey, je veux te connaître, je veux savoir qui tu es et je veux connaître ta personnalité. À cette étape, il va me dire non seulement comment il fonctionne, mais il va me dire c'est un pouvoir d'achat pour acheter, pas directement, mais ça va venir sous forme conversationnelle. Quand vous vous intéressez sincèrement à la personne, il vous dit exactement comment vous devez le prendre. Et je rappelle encore, ce que je vous dis là, que vous soyez dans la vente de produits agroalimentaires, de services ou autres, ça marche. La 3e étape, qui est une étape importante pour réduire
des normes d'objection, c'est l'étape de qualification du prospect. Alors très souvent dans le cadre de mes activités, j'ai des gens qui m'approchent, n'est-ce pas, pour me vendre ceci et cela. Alors nombreux sont ces commerciaux que certains de vous directeurs m'ont envoyés. Et lorsqu'ils s'asseyent devant moi, ils ne savent même pas ce dont j'ai besoin. N'est-ce pas? Ils viennent, oui, bonjour monsieur, on a ce nouveau truc qui est super, on veut que vous achetiez ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Hello, quand est-ce que tu m'as demandé si j'ai besoin de ça? Cette étape, c'est important. À cette étape, c'est important de faire deux choses. Et ces deux choses-là, je vous promets, c'est à ça que se résume le commercial. C'est de poser la bonne question et d'écouter. Nombreux sont les commerciaux qui adorent parler. Est-ce que vous pensez que notre travail, c'est de parler? Je vous promets. Et ici, aujourd'hui, mon travail est de parler. Mais en tant que commercial, si... Oh, je peux acheter. Mon travail en tant que commercial n'est pas de parler. C'est de m'asseoir, poser la bonne question et écouter. Alors, vous devez poser la bonne question. La bonne question, c'est quoi? La bonne question, c'est toute question qui m'amène à savoir le pouvoir d'achat de la personne, la prise de décision dans la structure de la personne, le besoin de la personne. N'est-ce pas? C'est pas de savoir si c'est bien levé le matin et s'il a brossé ses dents. Non, c'est de savoir, comment est-ce que vous prenez souvent les décisions? Ça me permet de savoir, est-ce qu'il y aura l'objection plus tard à dire, je dois parler à mon partenaire ou pas? Si je n'ai pas fait ça avant et que je passe 45 minutes avec lui, à la fin, me dit, je dois parler à Paul, mon partenaire. Je paye ce prix parce que je n'ai pas fait à cette étape-là le point important à savoir. Comment il faut savoir que le temps, c'est une valeur super importante pour nous les commerciaux. N'est-ce pas? On ne prend pas 1 heure de temps quand on ne sait pas tout ce qu'il va avoir derrière. C'est pour ça qu'il faut très bien structurer, avoir des 8 étapes bien structurées et savoir exactement quelle bonne question va nous amener à anticiper sur les étapes d'avant et savoir, est-ce que c'est un prospect ou c'est une cible, est-ce que c'est lui qui prend la décision ou pas, est-ce qu'il a le pouvoir d'achat ou pas, si oui, son pouvoir d'achat c'est combien, ça peut être un partenaire, s'il me dit que c'est un partenaire, ce que je souhaite savoir c'est, est-ce que toi tu prends des décisions, si oui, de l'ordre de combien en termes de chiffres? Si tes décisions sont de l'ordre de 0 à 100 000 francs et que j'ai un produit à 5 millions, je comprends que je dois simplement mettre fin de façon polie à notre entretien actuellement et savoir quel est-ce qu'on peut voir le deuxième partenaire. Parce que peu importe ce que je vais continuer à te dire, dans l'optique de te vendre le produit aujourd'hui, tu ne pourras pas prendre la décision. C'est une perte de temps, tout simplement, n'est-ce pas? L'intérêt pour moi, si je continue à ce moment-là, à continuer à communiquer avec toi pour anticiper les objections, de connaître le cycle de vente. Il y a plusieurs étapes encore, mais il y a l'étape d'après qui est importante après la présentation du produit, qui est la valeur du produit contre le prix. Très souvent, qui ici en tant que commercial n'est pas pressé de donner le prix? N'est-ce pas? Tout de suite, je vais donner le prix. Quel est le problème, à votre avis? Quel est le problème lorsqu'on donne le prix tout de suite? Quelqu'un a une idée? Quel est le problème? Ouais. Vous faites le client? Ouais. On fait la comparaison. Vous faites la comparaison? Une autre idée? Lorsque vous donnez le prix tout de suite, vous entrez dans la ligne de négociation. Donc tout de suite, vous allez pouvoir gagner le client. Il va devoir négocier. Oh non, baisse le prix ainsi. Parce qu'il n'a pas encore vu la valeur. Il ne sait pas encore pourquoi je dois payer le billet d'avion à Air France à X montant. Pourquoi je préfère payer Cameroun Airlines ou bien Camerco par rapport à Air France? Il faut lui montrer d'abord quelle est la valeur qu'il y a derrière ce prix. Parce que s'il ne voit pas la valeur, et vous ne montrez pas la valeur, très bien, vous avez que négocier sur le prix. Et notre travail n'est pas de négocier sur le prix. Notre travail, c'est montrer à ce monsieur que, tu as un problème. Ce problème, voici la solution, et cette solution, écoute ceci. Parce que si tu ne prends pas cette solution, tu vas simplement continuer à payer ceci. Ou si tu n'avais pas considéré cette solution, tu vas continuer à perdre cela. N'est-ce pas? Voilà notre réel travail.
il est important, notre talent commerciaux, n'est pas à constamment parler, poser les bonnes questions, et écouter. Alors, lorsqu'on dit poser la bonne question, ça veut dire qu'il faut deux choses. La première chose, il faut venir à l'entretien étant préparé, ou alors venir à l'entretien avec un esprit à vouloir être éduqué. Nous ne sommes pas des habitants comme social. Ça me donne l'autorisation d'aller cogner à n'importe quelle porte et solliciter ou présenter mon service. En tant que commercial, je peux partir à la présidence de la République, cogner et dire ouais, je prends les assurances, quand vous voulez acheter les assurances, ils sont libres, eux après, de dire oui ou non s'ils veulent acheter ou pas, et de veulent parler de leur politique interne. Mais il n'y a pas d'autre métier qui puisse faire ça. Mais pour pouvoir faire ça, il faut être préparé. N'est-ce pas? Je vous parlais de l'organisation tout à l'heure. Il y a ce plan dans l'organisation où il y a de la préparation. Préparation dans quoi? Préparation pour ce rendez-vous dans la recherche de cette société-là. Comment, dans quelle industrie évolue cette société? Comment est organisé ce type d'industrie à l'interne, au niveau managérial? Quels sont les soucis que ce type de société généralement rencontre et d'où mon produit pourrait facilement solutionner? Si vous n'avez pas fait ce travail, le seul plan B que vous avez, c'est de venir et poser ces questions afin de pouvoir analyser est-ce que cela besoin de mon produit et si oui, comment est-ce que je dois positionner ce produit afin de rencontrer le moins d'objections possible lors de la vente de mon produit. La préparation est très importante. Donc, si bien préparé avant le rendez-vous commercial, vous pourrez répondre aux objections en avance et faisant allusion à la question du prospect. N'est-ce pas? Répondre aux objections en avance, c'est quoi? C'est anticiper sur ce que généralement les personnes se disent lorsque vous leur demandez l'achat. Et vous allez vous rendre compte, si vous n'êtes pas rendu compte, quel que soit le type d'industrie dans lequel vous êtes, les personnes à ces différents postes qui sont possibles ont les mêmes objections. L'objection ne change pas. Mais le problème, c'est que le commercial ne fait pas souvent son travail de répertorier l'ensemble des objections qu'on lui donne tout le temps, afin de venir à l'entretien commercial ayant déjà les réponses à ces objections pour envoyer ça en avance au gars et lui dire tous ceux qui avaient cette objection ont généralement pris. Toi, est-ce que tu as une raison pour laquelle tu ne vas pas prendre? N'est-ce pas? Pour faire un répertoire des différentes objections, il faut avoir une approche scientifique du commercial. Le commercial, c'est un travail super logique, qui demande une préparation, et lorsqu'on envoie ça, n'est-ce pas? Il y a des choses qui ne changent pas. Ceux qui sont dans l'agroalimentaire, ils sont les mêmes, quand vous allez à Nestlé, après Chococam et autres, leurs décès auront les mêmes façons de réagir. Vous partez dans les assurances, on a les mêmes problèmes, ce qu'on achète, on a les mêmes difficultés, et pour pouvoir nous vendre, il faut simplement comprendre comment nous vendre, et pour comprendre comment nous vendre, il faut répertorier les obstacles qu'on fait généralement, trouver des solutions qui ont marché après test, et savoir comment nous présenter ça en avance avant que l'objection ne vienne. Donc, l'étape qui est dit après maintenant, il faut répondre certaines objections. Oui. Je disais tantôt que vous m'excusez de vous interrompre et que jusqu'ici je n'ai pas une connaissance trop claire de ce que vous appelez dans votre exposé objection et impossibilité. En nous éclairant sur ces deux concepts, on doit mieux vous suivre par la suite. Merci. Pas de problème, c'est vraiment ça. Une objection, c'est quelque chose, une réelle objection. Quel que soit le nombre d'alternatives ou éléments que tu offres, elle ne va pas changer parce que c'est une réalité. Quel que soit ce que tu essaies de faire, quel que soit ce que tu essaies de dire, quel que soit ce que tu essaies d'offrir, il n'y aura pas moyen de changer ça. Si dans mon travail, n'est-ce pas, comme directeur marketing, je participe dans la prise de décision, mais je ne prends pas la décision, même si tu viens m'offrir un plan de communication à 1 franc, je ne vais pas te dire je signe. Et ça, ce ne sera pas une objection maligne, c'est une impossibilité. Même si tu me donnes à 1 franc, je vais devoir te dire merci, maintenant attends que je consulte mon DG. Il n'y aura aucun moyen, il n'y a rien que tu vas me dire, sauf si je veux démissionner. Il n'y a rien que tu vas me dire qu'il a fait en sorte que je signe ça tout de suite. N'est-ce pas? Maintenant, une objection, c'est une demande d'information.
C'est quand le client, en gros le client te dit, donne-moi plus d'informations sur ton produit. Lorsqu'il dit, oh ça coûte cher, il n'a pas dit qu'il ne prend pas. Il a dit, montre-moi la valeur derrière ce prix. N'est-ce pas? Ce n'est pas un blocus, ce n'est pas une barrière qui te dit, hey, dis-moi, pourquoi est-ce que tu vas payer 1000 francs pour cette chaise? N'est-ce pas? C'est ça la réelle objection. Une objection veut dire, donne-moi plus d'informations. L'impossibilité, c'est, quel que soit ce que tu fais, tu vas me donner cette information, à la fin de la journée, je ne pourrais pas acheter ce plan à 1000 francs. Même si tu me montres la valeur, parce que ce n'est pas moi qui signe. Si j'ai pour règle d'or de prendre des décisions avec ma femme, peu importe comment tu vas tourner, n'est-ce pas, je vais te dire ça prend avec ma femme. Si je n'ai pas d'argent dans ma poche, peu importe ce que tu essaies de me vendre, et si je n'ai pas de moyen d'avoir du crédit ou d'emprunter, peu importe ce que tu essaies de me vendre, je n'ai pas d'argent, je vais dire vraiment merci, je vois que tu as aidé, tu as cassé les prix, tu as tout fait. C'est simplement pas possible pour moi aujourd'hui. Donc en règle d'or, généralement ce que je me rends compte, c'est que les objections malignes, n'est-ce pas, qui se demandent des informations, elles changent chaque fois qu'on répond les unes après les autres. L'impossibilité ne peut pas changer parce que c'est la simple vérité. C'est pour ça qu'on dit souvent, si j'emprunte cette citation, le mensonge a des petits genres, n'est-ce pas? La réalité ne peut seulement pas changer, ce qui est impossible est seulement impossible. Est-ce que cette clarification est bonne? Ouais? Ok. Oui? Alors, je vais juste apporter deux petites précisions de l'objection. C'est que c'est une demande d'information exactement comme Marx est en train d'expliquer. Je ne sais pas si c'est d'abord une réticence. Maintenant, ça doit être perçu comme par le vendeur, comme étant une demande d'information du client. C'est ça l'objection. Maintenant, il y a des manières de traiter l'objection. Merci. Ok. Quelqu'un a un autre souci pour cette première partie? Ouais, ok. Donc, si vous revenez, c'est juste qu'on n'a pas le temps, n'est-ce pas? Il nous reste 5 minutes. Et il y a tellement de points dans le cycle de vente qui auraient été importants de connaître pour répondre aux objections. Mais de façon interactive, puissiez partir ici avec quelques ressources. Je veux qu'on parle un petit peu des différents types d'objections que vous rencontrez de temps en temps, n'est-ce pas? On a déjà parlé de concept, on a parlé un petit peu de comment anticiper la réponse aux objections. Maintenant, prenons des cas pratiques, n'est-ce pas? Il y a certaines objections, quels que soient les types d'activités qu'on fait, qui reviennent tout le temps. Quelles sont ces objections par exemple? C'est cher, n'est-ce pas? Quoi d'autre? N'est-ce pas? Il va dire c'est cher, il va dire pardon? Pardon? La qualité? Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que ça sort des objections? C'est parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui se passe, lorsque vous avez ça à cette étape, ça ne m'intéresse pas, c'est parce qu'à l'étape de qualification prospect, vous n'avez pas amené la personne à savoir si c'est un besoin ou pas. Donc vous allez continuer dans les étapes du cycle de vente sans vous assurer que chaque étape qui précédait avait été validée par le client. À l'étape de qualification prospect, n'est-ce pas? J'ai une étape où je pose la bonne question et je me tais, où je lui demande, hey, est-ce que dans le cadre de tes activités, il t'arrive de... Et je mets l'exemple qui va avec le produit que je vais présenter. Et qu'il t'arrive d'utiliser un plan de communication. Est-ce que dans le cadre de tes activités, il t'arrive de commander 1 tonne de chocolat ou 50 tonnes? Est-ce que dans le cadre de tes activités, vous avez souvent besoin d'un prestataire de service? N'est-ce pas? Donc, lorsqu'il va répondre à ça, à cette étape de qualification prospect, on ne peut pas arriver lors de la demande de vente et il me dit ça ne m'intéresse pas. Parce que ça serait contradictoire à ce qu'il m'a dit plus haut. C'est pour ça que souvent on passe le temps à construire des obstacles parce qu'il y a des étapes qu'on n'a pas bien fait à la base. Notre fondation n'est pas bien faite. L'étape de qualification prospect est super importante parce que c'est elle qui valide, qui amène le client à valider notre présence. C'est à la fin de cette étape de qualification prospect, il y a ce qu'on appelle la problématique.
où on lui dit, de ce que tu me dis, il en ressort que si jamais je pouvais trouver X, Y, Z solution, est-ce que c'est quelque chose qui faciliterait le travail? Lorsqu'il me dit oui à ça, pourquoi est-ce qu'après il va me dire je suis pas intéressé? Là, ça veut dire que je viens le reprendre et il va dire oh, peut-être tu avais mal compris, mais je crois que tu m'as dit X, Y, Z. Est-ce que c'était le cas? Oui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un problème d'intérêt, c'est quoi le réel problème? La réponse à l'objection, je dis tout ça avec commerciaux, les prospects sont très forts pour nous envoyer chier et pour cacher la réelle raison pour laquelle ils n'achètent pas. Et tant qu'on ne sait pas la réelle raison pour laquelle la vente n'a pas eu lieu, peu importe le nombre de rendez-vous que vous prenez, ça sera les... Je te rappelle, ouais, mais viens, et vous allez attendre pendant 2 heures. Oui, je réfléchis encore. Tiens, voilà une autre. Je vais réfléchir. Qui a déjà entendu ça une fois? Tous les jours, n'est-ce pas? Alors, comment on répond à cette question? Je vais réfléchir. Qu'est-ce que vous dites souvent? Hein? Qu'est-ce que vous dites souvent quand le monsieur vous dit je vais réfléchir? Qu'est-ce que vous lui dites? Alors, il essaie de savoir jusqu'à quand vous allez réfléchir. Quand on vous dit je vais réfléchir, qu'est-ce que vous dites? Oui, je m'excuse, je suis Charles Lhomme de la compagnie Activa. Ce que je vais dire ici, c'est que vous-même, vous m'avez dit au téléphone, je vais réfléchir. C'est vrai. Je vous ai demandé par rapport au prix ou alors par rapport au concept. Est-ce que je n'avais pas bien présenté le concept jusqu'ici? Vous ne m'avez pas dit quelque chose de bon. Ça, c'est un grand gars. Il m'a abordé, il est pointillé, monsieur CPA. Il m'a abordé sans savoir qui j'étais lorsque je récupérais mes filles à l'école. Il est venu à mon bureau, il m'a présenté quelque chose et je lui ai dit je vais réfléchir. Et jusqu'aujourd'hui, ça me réfléchir. Alors, quand on vous dit je vais réfléchir, lui vous a dit je demande, je vais jusqu'à quand? Est-ce que quelqu'un d'autre a une proposition? Qu'est-ce que vous dites souvent? Quels sont les éléments sur lesquels vous voulez réfléchir? Quels sont les éléments sur lesquels vous voulez réfléchir? Voilà l'allure. La question qu'on me dit très souvent c'est qu'est-ce qui vous fait hésiter? Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Mon travail en tant que commercial n'est pas de prendre la décision pour mon gars, pour mon prospect, ou de lui dire ce qu'il doit faire. C'est de lui poser des questions qui vont l'amener logiquement pas à la décision d'achat. Je vais réfléchir, très bien, c'est vrai. Laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Ce que je veux savoir, chaque fois que quelqu'un m'envoie une objection, c'est quelle est la réelle objection que je dois tuer avant que j'aie l'achat? Parce qu'il va m'envoyer plein de cartes qui ne seront pas les vraies raisons. La vraie raison pour laquelle les gens n'achètent pas, croyez-moi, ils ne la donnent pas facilement. Elle est toujours bien enfouie. Dès qu'il dit qu'il va réfléchir, la réelle raison c'est il va aller voir la concurrence. N'est-ce pas? Une autre objection, ça c'est je vais réfléchir. Une autre objection, c'est quoi par exemple? Donnez-moi vos dépliants. N'est-ce pas? Donnez-moi vos dépliants, je vais vous appeler dans 5 jours. Donnez-moi vos dépliants, je vais vous appeler dans 5 jours. Qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un a dit cette objection déjà? Oui? Qu'est-ce que vous dites quand vous dites ça? Quelqu'un a une idée? Donnez-moi vos dépliants, je vais vous rappeler dans 5 jours, dans 1 semaine, dans 1 mois. Qu'est-ce que vous... Généralement, je dis, donnez-moi votre contact au cas où vous ne m'appelez pas dans les 5 jours. Moi, je pourrais le faire à votre place. Parce que ça marche? Il refuse souvent. Alors, je mets une petite parenthèse, si vous spécifiez, si vous êtes commerciaux, croyez-moi, rendez cette partie super interactive, n'est-ce pas? Parce que vous allez voir qu'en sortant d'ici avec cet exercice, vous allez avoir des outils que vous pouvez utiliser dès maintenant. N'est-ce pas? Donc, non, ça n'aide pas, n'est-ce pas? Quelqu'un d'autre. Donnez-moi vos dépliants, je vais vous rappeler. Si vous n'êtes pas dans le métier, si vous n'êtes pas commercial réellement, Je dis parfois, enfin pas très bien dans le sens, est-ce que ça marche? Oui, parce que le dépliant, c'est juste des informations générales. En se référant à moi, ce serait beaucoup plus personnalisé. Ok. Ce qui dit comme ça, pas loin. Espérez voir
dans ces dépliants que je ne vous ai pas encore expliqué. Parce qu'à nouveau, c'est dommage qu'il n'y ait pas le temps pour vous expliquer concrètement ce cycle de vente, n'est-ce pas? Mais l'étape de la demande de vente, n'est-ce pas, vient après que j'ai passé plusieurs étapes: contact initial, qualification du prospect, présentation du produit, comparaison entre valeur et le prix. Et ce n'est que maintenant que je dis, est-ce que tu vas prendre A ou B, n'est-ce pas? Donc j'ai déjà passé au moins 45 minutes avec lui. Qu'est-ce qu'il essaie de voir sur 2 pages que je n'ai pas encore expliqué? On voit la balle. Et c'est là qu'il va vous donner une autre objection. Il va fuir. Il va dire, ouais, en fait, c'est que je veux parler à mon partenaire, je veux montrer ça à mon partenaire. Et là, vous allez voir que, ah, j'ai un partenaire. Voilà une autre objection. Je veux parler à mon partenaire, je veux parler à ma femme. Et que ça, c'est une autre objection. Comment est-ce que vous abordez cette objection-là? Ce que vous dites. Vous pouvez parler, c'est ça? Alors, ce qu'il faut faire dans cette étape, c'est isoler les 2 personnes. N'est-ce pas? Je veux parler à ma femme, je veux parler à mon partenaire, on prend les décisions en comité de direction. Très bien, je loue ça. Mais dites-moi, si jamais toutes ces personnes-là ne faisaient pas partie de l'équation, vous, est-ce que vous aurez pris le produit aujourd'hui? N'est-ce pas? Parce que je viens de passer 45 minutes avec ce gars. Si lui, il n'arrive pas à me dire, oui, j'aurais pris le produit aujourd'hui, est-ce que vous pensez que son partenaire va prendre? Non. Ce que souvent les commerciaux font, lorsque par exemple mon partenaire est content, ils disent, ok, on prend rendez-vous quand? Non, l'objectif n'est pas le rendez-vous, parce que le rendez-vous n'aura pas lieu. Pourquoi ça n'aura pas lieu? Parce que cette personne n'a pas encore dit, j'achète, même si c'était pour moi. Donc la première chose qu'il faut faire, lorsque le gars me dit, ouais, je vais parler, rappelle-moi demain, je vais parler à mon partenaire, lui, ok, dis-moi, si elle n'est pas ton partenaire, est-ce que tu aurais pris? Et l'autre me dit, oui, j'aurais pris, qu'est-ce que je fais? Lui donne une bonne poignée de main. Pourquoi, à votre avis, je donne la poignée de main? Parce que c'est votre ami. Hein? Vous pouvez venir au stand, s'il vous plaît. Donc vous voyez exactement comment ça se passe. Vous êtes d'avance, c'est une émotion. Il faut pouvoir attraper ces gens quand ils disent je prends. Donc l'autre gars me dit, ouais, ça m'intéresserait s'il n'y aurait pas mes gars, je dis que ça. Bienvenue à CPA. Si jamais il ne pensait pas prendre, croyez-moi, sa main ne serait pas aussi ferme. D'accord avec moi? Parce que l'hésitation, le doute qu'il y a dans sa tête aurait été, merci, aurait été représenté par sa handshake, par sa poignée de main. N'est-ce pas? Et après, il va lui poser une deuxième question. Il va lui dire, qu'est-ce qui vous a plu sur ce produit au point que vous voulez le prendre? Pourquoi je pose cette question? Valider. Oui. Pour avoir les arguments qui va défendre auprès de... Exact. Tu ne peux pas aller vendre mon produit si tu n'as pas encore compris exactement les points de vente de ce produit. Je ne vais pas t'abandonner 1 heure de mon temps, tel nombre de chiffres d'affaires, en espérant, et c'est ça qui nous tue souvent, on leur laisse cette charge alors qu'ils n'ont rien compris, et on part, et on espère, et on appelle chaque jour, il ne décroche plus, on l'appelle, et on dit mince, je croyais que c'était mon client, je croyais qu'il avait pris. Il n'a rien pris, il t'a envoyé balader et tu as accepté. Je lui demande, d'abord je lui dis, super, bienvenue à CPA, là je vois déjà si il est vraiment dans l'option d'achat, et s'il est vraiment dans l'option d'achat, je lui dis, ok, dis-moi, qu'est-ce qui t'a plu dans ce produit qui t'amène à vouloir le prendre? Alors, 2 choses se passent quand je lui pose cette question. La première chose, c'est que il révise, ça permet de voir s'il a compris tout ce que j'ai dit jusque-là. Et 2, ça permet de voir comment il va pouvoir dire ça à son partenaire. Et après, il y a une troisième chose à faire. C'est lui dire, exact, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir amener ton partenaire à... Comment on va convaincre l'autre? Je ne connais pas l'autre, mais j'ai un avantage. J'ai quelqu'un déjà dans mon équipe. Je dois juste, de façon intelligente, préparer cette personne à marquer le but pour moi. Et tout ça, à nouveau, se fait avec un seul truc. Poser la bonne question et écouter. Si vous devenez excellent
dans l'écoute et la pose des questions, croyez-moi, vous aurez moins d'obstacles. N'est-ce pas? Posez la bonne question. Le gars me dit, ça m'est... Voilà un autre truc. S'il vous dit, bon, écoute, appelle-moi dans une semaine. Il ne dit rien d'autre. Est-ce que tu veux prendre A ou B? Ah, pas dans une semaine. Qu'est-ce que vous lui dites? On lui dit, qu'est-ce qui va se passer dans une semaine qui ne puisse pas se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer dans une semaine qui ne puisse pas se passer aujourd'hui? Afin qu'il puisse me dire, oh non, je n'ai pas l'argent maintenant. Ou qu'il puisse me dire, oh, je dois présenter ça à telle personne. Alors, ce qu'il essaie de vous dire, de vous amener à comprendre, super important maintenant, c'est que les réelles objections se fouillent. Et tant que vous n'avez pas taclé celle-là, et vous avez acheté les premiers qui vous ont croyé comme ça, vous n'allez pas vendre, ou votre temps de vente va être énorme. Parce que notre objectif, c'est pas faire une vente. C'est pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui pour concrétiser la vente dans un mois. Est-ce que c'est ça l'objectif? Non, l'objectif c'est, hey, comment est-ce que tu peux maximiser et raccourcir ma vente avec ce gars? Ce qui peut être fait aujourd'hui, est-ce que je peux le faire? Pas faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois. Ce n'est plus intéressant, on n'est plus des as de la vente quand on fait ça. N'est-ce pas? Donc pour pouvoir faire ça, il faut toujours savoir quel est le réel problème de ce gars. Lorsque le gars... Ouais, parce qu'il essaie de se cacher chaque fois qu'il envoie ses objections, il essaie de faire partie. Alors je vais lui poser la question. Qu'est-ce que tu voudrais que je dise que je n'ai pas encore dit jusque-là? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise que je n'ai pas encore dit jusque-là? Envoyez-lui la balle. Qu'il puisse dire qu'est-ce que tu voudrais que je dise. C'est là qu'il va vous dire, j'ai besoin de commission. Mais il n'avait pas la force de vous dire ça, n'est-ce pas? Vous avez compris? Notre travail n'est pas d'assumer ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. C'est de les amener à exprimer ce qu'ils pensent. Pourquoi on gère ça de façon frontale? N'est-ce pas? Donc on a vu l'objection, par exemple, je vais réfléchir. On a vu l'objection, ça m'intéresse pas ou ça m'intéresse, mais on a l'objection, quelle autre objection on peut prendre? Dans une semaine? C'était pas prévu. Oh! Pas de budget. Quelqu'un est entre ça, j'ai dit ça chaque fois. Bref. Pas de budget. Je vous promets la prochaine fois que vous verrez. Ouais, voilà. Ça veut dire en gros que le gars n'a pas accroché au produit. Parce que dites-vous bien ceci. Toute personne, si l'achat qu'il va prendre va lui apporter de la valeur, il va trouver un moyen de pouvoir le faire. Sauf s'il est dans l'impossibilité. Donc on va lui poser la question, si jamais, si est faisable, qu'est-ce qu'il faudrait, quelles conditions devraient être remplies? C'était pas prévu, j'ai pas de budget. Si jamais ça pouvait prendre feu, on pouvait faire ça. Si on devait être rempli. N'est-ce pas? Et c'est là qu'il va vous dire, ah, en fait, on prend une décision en début d'année. Donc ça veut dire que ouais, peut-être ça c'était pas une possibilité. Et maintenant, il faut bien creuser, n'est-ce pas? Il faut amener la personne à parler de son intérieur, n'est-ce pas? C'est comme quand on prend les rendez-vous, n'est-ce pas? Ouais, un comme ça. Que les gens respectent les rendez-vous souvent. Ils ne respectent pas. Pourquoi votre ami ne respecte pas les rendez-vous? Pas d'intérêt. Peut-être parce que vous ne les avez pas amenés à vouloir prendre ce rendez-vous, à être conscient avec ce rendez-vous. Il y a 4 caractéristiques d'un bon rendez-vous. Il y a 4 caractéristiques d'un bon rendez-vous. Quelles sont les 4 caractéristiques d'un bon rendez-vous que vous pouvez savoir? Une idée? Non? La première caractéristique de rendez-vous, c'est la date. Ensuite, c'est le lieu. Ensuite, c'est l'heure. Et ensuite, c'est l'objet du rendez-vous. Plusieurs viennent souvent à mon bureau, même mon ami là. Ils prennent des rendez-vous, mais ils ne conscientisent pas à prendre la responsabilité sur un rendez-vous. Je leur dis, oui, viens la semaine prochaine, j'ai plein de choses dans la tête. Dès que tu ne m'as pas amené à voir l'intérêt de ton produit, je t'ai laissé depuis longtemps.
Tu t'es laissé éventuellement parler pour être poli, mais je ne suis pas avec toi depuis longtemps. Donc si je prends rendez-vous avec toi, je dois m'assurer qu'on convient d'une date, d'un lieu, d'une heure, et très important, l'objet de ce rendez-vous. Et ensuite, je vais me dire, vraiment, je respecte l'opportunité que tu me donnes de pouvoir venir te voir lundi 20 avril à 15h à ton bureau pour qu'on parle de l'achat de ce produit. De réfléchir. Alors que c'est là que tu veux que tu sais pour réfléchir, que tu veux que je vienne, que tu veux compléter les informations. Moi, je pensais que tu venais pour prendre l'argent et partir. Tout ça parce que les choses ont été claires. Moi, je vais te demander, il n'y a pas de problème, dis-moi. Lorsque je viens demain, lundi 20 à 15h ici à ton bureau, c'est pour qu'on parle de quoi? Que tu me dises, si, ok, c'est pour que je te paye, et là, je te serre la main, je dis, hey, bienvenue à la CPA. Qu'on a déjà un accord de principe, tu as validé. Ou alors tu me dis, je te dis, si je veux ce que mes réflexions ont donné, qu'est-ce qui te fait hésiter aujourd'hui? Parce que la nuit que tu vas passer ici à demain, tu vas avoir quelle information d'autre que je ne peux pas te donner maintenant? C'est comme ça qu'ils vont vous dire, par exemple, je veux voir la concurrence. Vous avez dans cette objection, je veux voir ce que la concurrence. Comment répondre à ça? On lui pose la question. Dans ma proposition, qu'est-ce qui vous semble perfectible? Parce que lorsqu'un gars dit je veux voir la concurrence, ce qu'il dit c'est quoi? C'est qu'il y a un degré d'insatisfaction que j'ai. Je ne suis pas encore totalement satisfait de quelque chose. Si tu avais fait ça, je l'ai fait maintenant. N'est-ce pas? Donc je vais lui poser la question, si tu pouvais m'approcher. Oui, très bien. Le prix meilleur pour toi, c'est combien actuellement? Ah, ce serait 2 francs. Et là, je reviens sur la valeur contre le prix pour voir si oui ou non les 2 francs se justifient ou pas. L'approche commerciale est scientifique. Le problème, c'est qu'on achète rapidement. N'est-ce pas? Donc, pour terminer, la réflexion m'a franchi pas trop le temps, n'est-ce pas? Je vais, on me fait des sites, donc rapidement, ce que je donne, c'est des choses de terrain. Voilà une chose qui peut vous aider dès maintenant, quelle que soit la situation bizarre. N'est-ce pas? Donc répétez, rassurer et revendre. Non, oui, non, je dois prendre la décision avec ma femme. Je comprends que tu as envie de prendre la décision avec ta femme. Cette étape montre quoi? Ça lui montre que je l'écoute. Je ne mets pas juste la pression. Je comprends que tu veux prendre la décision avec ta femme. Mon objectif n'est pas de t'amener à faire quelque chose que vous ne faisiez pas habituellement. Je le calme, je le rassure. Et je revends. Mais si jamais on pouvait offrir quelque chose où tu n'avais pas forcément besoin de ta femme, ce serait quoi? Et de là, éventuellement, plein de choses vont sortir. Il va dire, oui, ah bien, il va dire, bon, d'un tel à tel montant, je peux prendre la décision moi seul. Il dit, très bien. Je vais voir si j'ai le package qui va avec ce montant. N'est-ce pas? Ça, c'est les 3 R. Le prix, c'est pour déstabiliser l'objection, n'est-ce pas? Tu te trouves sûr que oui, tu as commencé. Tu lui dis, qu'est-ce qui est plus important pour toi? C'est d'économiser 1000 francs ou d'être sûr que lorsqu'il y a un sinistre et que tu dois payer 1 million, tu puisses dire à la personne, vous en faites pas, mon assurance va couvrir ça. N'est-ce pas? Donc, prix, ce qu'on veut faire, c'est une préparation. Et enfin, la troisième technique, c'est ce qu'on appelle le feel fact-find. Je comprends comment tu te sens. D'autres personnes se sont senties de la même façon que toi. Ceci dit, ce qu'on a trouvé, c'est que les personnes qui disent ça, en fait, ce qu'elles sont en train de dire, c'est que, et on donne davantage au produit. Évidemment, il y a beaucoup de pratiques. Il y a beaucoup de pratiques derrière ça. Pour terminer, je reviens sur la règle d'or que je pense être la même. S'il y a une chose que vous pouvez retenir de tout ce que j'ai dit, parce qu'il y a pas mal de choses que j'ai procédé, et la règle est complète, c'est simple. S'il y a une chose que vous pouvez retenir tout le monde aujourd'hui, c'est ceci. Poser la bonne question et écouter. Pour poser la bonne question, il faut venir préparer. Connaître les risques de la personne,
connaître les challenges de la personne, savoir comment la personne aime lui vendre des choses. Et à la fin de l'année, vous savez quoi? J'ai souvent des commerciaux qui, j'ai un commercial spécifiquement, lorsqu'il ne vend pas, il perd le poids. Et donc on peut voir à distance que sa semaine est dure, n'est-ce pas? Et j'ai d'autres qui viennent et me disent, oh, ce client, je suis tellement fâché pour ça. On ne perd pas ce qu'on appelle. SWN. Some people will buy, some people will not buy. So what? Next. Certaines personnes vont acheter vos produits. D'autres, quel que soit ce que vous faites, ils ne vont pas acheter. Ça fait quoi? On parle de la suivante. D'où l'importance du premier critère d'un commercial qui est la prospection. La vente, c'est la loi des grands nombres. C'est celui qui voit le maximum de personnes qui a la probabilité d'avoir le meilleur résultat. Peu importe ceux qui achètent, peu importe ceux qui n'achètent pas, on continue à faire la prospection. Et on ne perd pas ce qu'on a pas. Merci. Nous allons enchaîner directement avec la séance des questions. Et je vous donne la parole. Qui veut prendre la parole en premier pour poser la question? Oui, je commence à te demander. Monsieur Jérôme Moulin, agent commercial de la SAD, la Société d'aménagement du Droit. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention votre exposé et nous avons constaté que vous avez beaucoup plus développé les cas des objections où le client se trouve en face du commercial. Nous n'avons pas entendu développer aussi les cas où, par exemple, nous recevons l'appel téléphonique ou alors répondre à un appel sollicité par un client. Nous vendons les terrains de logement. Généralement, le client reconnaît que la situation est ainsi. Elle veut parler de gravité. Comme dit, on traverse le pont sur celui qui est au pays. Lorsqu'ils me demandent le prix, je peux parler de 60 millions, 70 millions, dans le cas pareil. Ok, je vais répondre facilement et après, on passe à... Donc, il faut comprendre une chose, le prix est une bombe. On ne s'amuse pas avec la détonation d'une bombe. Et dire le prix, c'est comme détourner la bombe. Jamais lâcher une bombe s'il n'est pas sûr que ça va tuer quelqu'un. Vous êtes d'accord ou pas? C'est ça? Donc ça ne sert à des 60 millions de téléphone. Généralement, la première question du client, c'est combien ça fait? Peu importe quelle est la première question du client. Le client a son objectif, c'est de jauger et savoir s'il va aller avec toi. Mais en fait, il ne sait pas encore pourquoi il devrait aller avec toi. Pas. Le prix a une valeur. Et tant qu'on n'a pas posé la valeur derrière le prix, tu pourrais dire que ce terrain c'est 1000 francs. Il ne paierait pas non plus les 1000 francs, je te le promets. Il faut pouvoir l'amener à un rendez-vous, lui vendre la valeur avant de lâcher la bombe du prix. C'est ça qui est très important. Oui, Max. Il est un peu agressif. Et il y a vraiment cette émotion-là qui est très compliquée à gérer pour le calmer. Parce qu'on a l'impression qu'une réaction pour essayer de le détendre, ça va produire l'effet contraire. Donc du coup, quand il dit je vais réfléchir ou alors donne-moi ton dépliant, c'est pour te dire mon frère. Donc du coup, c'est très difficile. C'est vrai, les techniques sont là, on peut rebondir, mais en situation pratique, ça peut faire exploser le client. Et parfois, j'ai déjà eu ces réactions-là, des gens qui explosent comme ça, et puis... Le problème quand il lui présente le produit, où la personne te dit si jamais elle est décisionnaire ou pas, si la personne te dit éventuellement si elle va avoir le besoin de ton produit ou pas. Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un, elle dit, je vais réfléchir. Croyez-moi, c'est pas là. C'est parce que j'ai pas été intéressé depuis, ou j'ai pas connecté à le gars, j'ai pas aimé le gars. Si vous regardez certains autres cas de filles que vous avez vus, il y a des personnes qui n'avaient pas forcément présenté, mais vous avez eu un échange jovial, et quand je vais réfléchir, il n'achète pas, il te dit quelle est la décision.
rappelle jamais, vous avez jamais. C'est pourquoi l'État a été désintéressé depuis que j'avais perdu le gars bien avant qu'il dise ça. Depuis l'étape de la connexion et de l'introduction du cycle de l'ordre. Autre question? Oui, en face d'un client et il vous dit laissez votre dépliant, je vais vous rappeler. Nous, en fait, nous faisons dans les expéditions et lorsque nous savons bien qu'il y a des entreprises où c'est le directeur général qui doit prendre toutes les décisions. Vous êtes peut-être en face du responsable, celui qui est chargé des expéditions, il vous dit laissez-moi votre dépliant, je veux vous rappeler. Là, à ce niveau, vous savez bien qu'il n'a pas le droit de prendre les décisions en ce qui concerne toutes les sorties. Et qu'est-ce qu'il faut répondre à ce moment? Ok, pourquoi je t'adresse à la mauvaise personne? Elle connaît l'urgence, elle ne peut même pas apprécier le réel besoin de son chef. Et ça, tu vas t'adresser aux décisionnaires. Et tu vas passer devant les hommes appellent comme ça les gatekeepers, les gardiens. N'est-ce pas? Parce que le travail, et moi les coach à ça, c'est de limiter le nombre de commerciaux qui viennent nous solliciter. Mais il y a maintenant notre technique pour passer cette personne afin de rencontrer la personne décisionnaire. De telle sorte que lorsque cette personne rencontre des clients, elle peut éventuellement évaluer si oui ou non elle peut suivre avec toi ou pas en fonction des différentes étapes que j'ai citées plus haut. Moi, lorsqu'on appelle pour prendre, on demande toujours de prendre, cherche à prendre un rendez-vous avec le décisionnaire. Vous arrivez, on vous envoie par exemple chez le comptable. Le comptable qui doit prendre des décisions. Vous arrivez chez le comptable, maintenant il vous dit encore ce n'est pas lui qui doit prendre une décision. Oui, c'est parce qu'il faut être précis en ce que tu demandes, il faut savoir qui tu recherches. N'est-ce pas? Si dans une direction marketing, n'est-ce pas, tu veux faire une offre marketing, il faut payer ce que éventuellement moi et le directeur général avons validé. N'est-ce pas, c'est pas lui qui paye. Et c'est important, et c'est là qu'on parle de la préparation. Il faut savoir comment le mode décisionnaire dans cette industrie. Parce que crois-moi, c'est qu'il y a avec l'industrie A, cela va avec chaque acteur à l'intérieur de l'industrie A. Parce qu'ils ont le même organigramme. Donc il faut savoir, dans ce où tu veux rencontrer cette personne. C'est quelqu'un que moi je contacte, ça peut être cette personne non plus. N'est-ce pas? Viens en lui disant, hey, je veux voir la personne responsable de, et c'est cette personne-là qui est la fondation de ce produit, c'est cette personne-là qui vend ce produit-là, éventuellement à la direction générale pour sa validation. C'est cette personne-là qui côtoie ce challenge au quotidien pour son entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on va creuser exactement dans l'industrie qui sont ces personnes-là qui travaillent avec ça, qui ont la responsabilité de ça, qui participent à la décision de ça, et non pas forcément qui payent pour ça. Autre question? Merci déjà pour le vous a pris maintenant de ça, que vous avez eu un dit, je vais réfléchir. Est-ce que lorsque monsieur dit par exemple, je vais réfléchir, quand vous avez dit au monsieur, je vais réfléchir, il peut revenir alors qu'il n'a pas eu un rendez-vous au préalable avec vous? Et maintenant, combien de temps est-ce qu'on doit mettre pour finalement obtenir l'adhésion d'un prospect à notre produit? Lorsque vous allez me répondre, je pourrais me reprononcer par la suite si vous permettez. Alors, la première question, c'est le chiffre d'affaires. Il n'y a rien d'autre comme résultat. C'est le résultat des différentes activités commerciales que tu fais au-dessus, qui est par exemple le nombre de personnes que tu rencontres au quotidien, donc le nombre de nouvelles personnes que tu rencontres au quotidien pour t'introduire ce que tu fais, et enfin le nombre de personnes avec qui tu fais le suivi. Le suivi, c'est le nombre de personnes avec qui j'ai eu un contact hier, on a payé un résultat concret. Alors, le fait qu'on appelle un follow-up, un suivi, qui n'est invité ou pas, notre travail devant est-ce qu'on embête les gens. Si tu as l'impression que tu n'embêtes pas quelqu'un, tu vas être difficile, tu vas constamment t'aider, parce que tu vas travailler seulement pour les autres. Donc, non, je vais rentrer dans la personne, toujours avec politesse et éviter et demander à ce qu'on obtient et qu'on passe à l'étape suivante. Parce que maintenant, il y a des ventes qui se font en plusieurs étapes, en fonction de la complexité du produit à vendre ou du mode décisionnaire pour ce produit dans l'entreprise. N'est-ce pas? Il y a des produits en fonction du budget, il faut carrément une assistance à la comité de direction, que tu viens présenter carrément à la comité de direction, que le comité de direction vote, et comme ça, et comme ça. Il y a des produits où Canal Plus, tu vends rapidement là, où tu te demandes que la mère, le père, il est acheté ou pas, n'est-ce pas? Donc il faut comprendre aussi quelle est
le mode décisionnaire par rapport à la complexité du produit que tu fais. Ça sera répondre à vos deux premières questions. Ok, tu viens rebondir après ça, général. Le prospect à notre produit. C'est après cette question que je devrais répondre. Le temps est fonction. Le temps est comment tu as handle, comment tu as géré les objections. N'est-ce pas? Si au premier rendez-vous, il t'a montré comme quoi il n'est pas le seul disciplinaire. N'est-ce pas? Tu dois pouvoir serrer le deuxième rendez-vous de telle sorte que tu as toutes les personnes décisionnaires là. N'est-ce pas? Si maintenant, dans ce type de produit, quand tu as toutes les personnes décisionnaires, il faut faire une présentation afin que tu réfléchisses et votes. Tu vois que là, on est déjà passé à 3 étapes. Donc le temps est en fonction de la conviction que tu as vendue à la première personne avec qui tu as communiqué, tu as présenté le produit, et les conditions que tu as pu déceler qui amènent à la vente de ce produit. Donc il faut bien comprendre, si jamais la vente va passer aujourd'hui, mon travail utile est de comprendre que le gars va dire non, je ne prends pas, je ne veux pas et pas. Mon travail est de comprendre et de l'amener à m'expliquer qu'est-ce que je dois faire pour vous vendre ce produit et j'avance pris cette décision comment. Et après, ça varie en fonction du type de produit ou de service éventuellement. Et lorsque je me disais que c'est après votre intervention que je devrais recommencer à nouveau, c'était parce que j'ai mis 2 ans pour convaincre une dame à souscrire un bon de caisse. De quelle valeur? 50 millions. 50 millions. Lorsque elle se rend compte qu'il y a des moments où je n'ai jamais arrêté de prendre de ses nouvelles. C'est pas chaque fois que je lui passe un appel que je parle de mon produit. Je suis allée comme ça, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle me dise un jour, vraiment tu es témoin de Jéhovah. Et elle me dit, je ne veux pas te mentir, je pense que je dois seulement souscrire 20 millions. J'ai pris les 20 millions et je pense que une des méthodes clés dans le commercial ou des informations concernant l'état de bien-être du client et autres. C'est ce que je vais utiliser ici. Est-ce que tu dis est très important, n'est-ce pas? Je veux dire, j'ai ma cousine qui essaie de vendre l'assurance vie depuis 1 an. Ma cousine qui veut vendre l'assurance au client. Il ne te juge pas seulement par rapport au service, mais par rapport à ton professionnalisme, à l'image que tu renvoies. N'est-ce pas? On va regarder, est-ce que cette personne en face de moi peut gérer les 50 millions que je veux prendre? N'est-ce pas? Après, on va voir, est-ce que cette personne est vraiment professionnelle et est-ce qu'elle se voit elle dans cette activité pendant longtemps? Ce n'est pas une petite somme. La seule, quel que soit le type de banque ou microfinance avec laquelle tu travailles, c'est toi son interlocuteur. Donc c'est à toi qu'elle fait confiance. Elle n'est pas confiance pour 5 000 francs, c'est pour 50 millions que tu lui demandes. Elle ne va pas donner ça comme ça. N'est-ce pas? Il faut que tu montres que tu sais de quoi tu parles, tu es professionnel, tu as quelqu'un de confiance, et en fonction de la somme, ça se gère sur le temps. N'est-ce pas? Il ne veut pas savoir si tu es professionnel ou je peux compter sur toi en 1 jour. Non, tu dis que ça peut traîner derrière moi, mais tu as fait quelque chose de bien qui est le suivi constant. Il faut le dire souvent à mes commerciaux, envoie un texto à tous les grands fêtes, ça va être pas, envoie des textos à vos clients et à vos prospects. Dis, vous vous rappelez, c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a 1 mois, je vous posais ceci, et juste vous souhaiter bonne fête de Pâques. Si vous avez une question pour l'assurance, n'hésitez pas à nous contacter. N'est-ce pas? Ce nombre de petites actions avec la personne à être beaucoup plus sensibilisée et à dire, pourquoi je repousse maintenant ça, cette dame? Elle a l'air de suivre. N'est-ce pas? Donc, je pense que c'est d'accord. Oui. Nous allons prendre une question et je vais donner la parole à Léon pour expliquer pour l'issue. Depuis plusieurs années et qu'il est satisfait de ses prestations en termes de rapport à la. Très bien. Je suis persuadé que compagnie X est mauvaise en ceci, mauvaise en cela, mauvaise en ceci. C'est pas que ce soit la bonne approche. Ça serait insulter et expliquer avec cette personne-là, surtout si la approche n'est pas forcément vérifiable. Donc je pense que l'une des bonnes approches à prendre, c'est un comportement n'est pas forcément tous les dans un même panier, n'est-ce pas? De saluer cette loyauté-là. N'est-ce pas? Donc ça c'est l'étape où vraiment il faut laisser le cœur montrer vos qualités. Quelqu'un me dit ça, mais saluer sur la loyauté. Parce qu'en effet, je vais lui dire, Paul, si jamais c'était moi qui étais ton fournisseur de produits et que quelqu'un
quelqu'un t'a approché, tu répondais comme ça me honorait. Ça montre combien tu es loyal. Et ça montre que si tu me dis oui, tu ne vas pas partir n'importe comment. Et je salue ça. Aujourd'hui n'est pas de t'amener à quitter cette personne, parce que si tu as cette personne pendant ce nombre de temps, tu as fait en point présent pour ça. Mais on te poser une question. Question de te montrer comment je travaille. Tu pourrais me donner une valeur de combien? Tu vois? Donc là, à ce niveau, on cherche à comprendre. Et ce ne serait pas bien de chercher à comprendre. Parce que si prend il de prendre le truc de là, moi, demain, ça sera la même chose. Donc tu ne veux pas faire ça. Salue cette loyauté. Et dis, hey, si jamais vous pouvez prendre juste une petite partie, qui sont te montrer comment je travaille, et voir comment on pourrait passer à partir de là, tu me donnerais quelle partie entre A et B. Voilà comment j'attaquerai cette objection. Et quand je dis par exemple A et B, ça amène un autre moyen pour faciliter la gestion des objections, qui est souvent les commerciaux posent la question aux clients, ça ne va pas aux clients, au prospect, est-ce que vous voulez acheter ou pas? Alors, si vous êtes intéressé, donc ça c'est pour moi les bonnes questions. Lorsque on a fait 1 heure de présentation commerciale avec quelqu'un, donc on le projet avant, on dit, alors vous allez prendre le produit A ou le produit B. Parce que là, on ferme la porte à je ne suis pas intéressé ou je ne veux pas. Est-ce que ça va empêcher qu'il puisse ramener ça à la table? Non. Mais notre travail, c'est de donner le maximum de chance à notre vente afin que tu es donné, tu prends A ou B. Il laisse prendre d'abord le choix. Et moi, je prendrai A. Très bien. Et on va sur la ligne A. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci, Mars. Denis. On peut se téléporter, on peut se dire qu'on n'est pas en 2015, mais on peut se dire, ouais, je suis en 2020, et ça va, je suis un chef d'entreprise. Est-ce qu'il y a un chef d'entreprise dans la salle? Votre position actuelle, quel que soit où vous êtes dans votre vie aujourd'hui, quel que soit l'aspect de votre vie que vous voulez prendre, si vous n'avez pas une vision concrète, vous allez simplement accompagner quelqu'un dans son vie. Lorsqu'on est confus, embrouillé, on ne sait pas ce qu'on veut, n'est-ce pas? Que ce soit sur le plan personnel, professionnel, social et consort, familial, arrêtons-nous, allons voir celui qui fait ça bien.